Comment est-il possible de se sentir si seul dans une société riche en contacts sociaux, en événements passionnants et en rires discrets? Le sentiment de vide qui persiste même lorsque tout semble aller bien en apparence est l'expression de ce qui a été perdu en soi plutôt que le reflet de ce qui manque à l'extérieur. Et si ce sentiment d'éloignement était un cri urgent provenant d'un moi plus profond, suppliant d'être retrouvé, plutôt qu'un signe d'insuffisance? Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une foule, peut-être lors d'une fête bruyante ou d'un dîner de famille, et pourtant vous êtes-vous senti étrangement déconnecté d'une certaine manière? Ce n'est pas que vous manquiez de compagnie ou de chaleur humaine. Il y a plutôt une absence silencieuse que les autres ont du mal à voir, mais qui consume votre esprit. Cette solitude n'est pas physique, c'est plutôt la solitude du moi non reconnu, la personne qui se cache sous la surface des relations sociales. Nous nous efforçons d'en faire plus pour combler ce besoin. Avec plus d'amis, de réalisations et de divertissements, nous espérons que le brouhaha extérieur l'emportera sur le silence intérieur. Mais en réalité, le vide persiste, peu importe les efforts que nous déployons à l'extérieur. Que signifie la solitude lorsque tout le monde est autour de nous? La cause n'est pas un manque de personnes, mais plutôt une perte d'identité. Nous sommes incapables de trouver l'eau qui étanche notre soif, comme si nous étions au milieu de l'océan. Loin d'être un défaut, cette souffrance silencieuse est un signal qui nous invite à nous examiner nous-mêmes. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à dissimuler qui nous sommes vraiment afin de nous conformer aux normes de la société et d'être acceptés. Que ce soit pendant l'enfance, lorsque nous essayons de gagner l'affection de nos parents, ou pendant l'adolescence, lorsque nous voulons nous intégrer, nous commençons à développer un personnage, un rôle que nous jouons pour plaire aux autres. Ces petits compromis sur qui nous sommes s'accumulent au fil du temps, creusant un fossé entre notre véritable personnalité et la façade que nous présentons au monde extérieur. Même si le public loue la version que nous affichons, notre véritable personnalité reste cachée et attend d'être reconnue, tant par nous-mêmes que par les autres. Mais la question la plus importante est la suivante. Quand prendrons-nous le temps de nous examiner et de découvrir notre véritable identité? Nous pourrions être en mesure d'y répondre si nous réalisions que la solitude provient d'un manque de connexion avec notre propre vérité, plutôt que d'un manque d'autres personnes. La solitude est en réalité causée par le manque d'amour que nous devrions nous donner à nous-mêmes, et non par un manque d'affection ou de compagnie. Pour être acceptés et nous conformer à la société, nous cessons de nous écouter, ce qui nous éloigne de notre véritable identité. Pour dissiper le brouillard qui obscurcit notre vision intérieure, nous devons d'abord reconnaître cet écart. Au lieu de rejeter la faute sur le monde extérieur, ce processus doit être interprété comme la prise de conscience que nous avons cessé à un moment donné de nous écouter. Heureusement, il est toujours possible de rattraper le temps perdu. Bien que le retour à soi-même puisse être un processus difficile et long, les récompenses de cette quête sont inestimables et peuvent changer une vie. Cette reconnexion commence lorsque nous avons le courage de reconnaître, en privé, que nous nous sentons toujours seuls même lorsque nous sommes entourés de gens. Cette émotion est un point de départ pour une nouvelle compréhension de notre réalité plutôt que sa conclusion. Pour être accepté ou au moins éviter le rejet, vous pouvez déjà avoir l'impression de jouer un rôle, comme si la vie était une scène et que vous deviez jouer un rôle. Ce comportement reflète la persona, une notion étudiée par Carl Jung. La persona est l'une des couches que nous utilisons pour nous adapter à l'environnement. Elle sert de lien entre notre moi réel et les attentes de la société. En soi, ce n'est pas une mauvaise chose car cela facilite souvent la vie. Mais le problème est que nous commençons à perdre de vue qui nous sommes vraiment lorsque nous nous identifions trop fortement à ce déguisement. Beaucoup d'entre nous ont subi la pression d'être le modèle idéal depuis notre plus jeune âge, que ce soit au travail ou entre amis.
On nous apprend dès notre plus jeune âge à réprimer certains aspects de notre personnalité. Ne pleure pas, sois fort. Évite de causer des désagréments. Évite de te montrer faible. Intériorisés au fil du temps, ces messages nous poussent à dissimuler certains aspects de notre personnalité par crainte d'être rejetés pour nos faiblesses, nos passions ou nos points de vue divergents. L'une des motivations les plus fortes dans ce processus est la peur du rejet. Malgré votre désaccord intérieur, combien de fois vous êtes-vous retrouvé à donner raison à quelqu'un dans une conversation pour éviter la gêne d'une confrontation? Ce dilemme est bien illustré par le récit de Maria. C'est une avocate très accomplie, respectée pour son professionnalisme et ses compétences. Mais Maria cache à tout le monde une autre facette d'elle-même. Elle aime écrire de beaux poèmes et peindre à l'aquarelle, des activités qu'elle considère comme trop faibles pour son image publique. Maria cache si bien ses passions que même ses amis les plus proches ignorent leur existence. Pendant la journée, elle est l'incarnation même de la raison et de la fermeté, mais la nuit, lorsque sa maison est calme, un sentiment de vide l'envahit. Ce n'est pas le manque d'amis ou de réussite qui la rend solitaire, mais plutôt l'incapacité à concilier ces deux aspects de son existence. Elle éprouve un vide existentiel que l'épanouissement professionnel ne peut combler. La cause sous-jacente de cette douleur est sa crainte que son propre moi, celui qui apprécie l'art et la sensibilité, ne soit pas digne d'amour ou d'approbation. Cette histoire illustre comment notre peur du rejet peut nous empêcher d'exprimer notre véritable personnalité et nous emprisonner. Se libérer de cette prison intérieure et laisser notre authenticité revenir, d'abord pour nous-mêmes, puis pour le monde, est la première étape sur le chemin du retour vers notre véritable personnalité. Afin d'être acceptés par les autres, nous renonçons souvent à notre spontanéité et à notre individualité dans notre société. Lorsque nous nous sentons obligés de répondre aux attentes des autres, nous perdons progressivement le contact avec qui nous sommes vraiment et devenons une ombre invisible. Cela dit, cet ego ne disparaît pas. Il existe toujours, palpitant et exigeant d'être reconnu. Plus nous l'ignorons, plus il prend des formes déformées. Cette séparation psychologique se traduit par une colère persistante, une anxiété qui semble sans explication apparente et un profond sentiment de manque. Comme la persona a une fonction adaptative dans nos interactions sociales, la solution n'est pas de l'éradiquer. Le défi consiste à accroître sa flexibilité et sa transparence afin que la lumière de notre véritable identité puisse transparaître à travers elle. La réintégration implique de récupérer les aspects de nous-mêmes que nous avons négligés, les côtés cachés qui sont restés dissimulés sous nos masques sociaux. Le secret est de ne pas considérer l'ombre comme un adversaire, mais plutôt comme une composante nécessaire de notre intégrité. Elle recèle des trésors cachés d'originalité, de force et d'authenticité qui ne demandent qu'à être redécouverts. Pour entamer le processus de retour à soi-même, il faut d'abord reconnaître cette dynamique. Il faut du courage pour rechercher l'authenticité. Être assez courageux pour se demander « Qui suis-je sous tous les masques que je porte ? Comment est-ce que je pense, ressens et désire vraiment les choses ?» L'un des désirs humains les plus fondamentaux est celui d'authenticité. Ce désir n'est pas unique. Nous ne sommes pas seuls dans notre quête. Chacun nourrit en lui une agitation intérieure qui aspire à être reconnu pour ce qu'il est vraiment. Lorsque cette solitude, qui résulte d'un détachement intérieur, est ignorée pendant une longue période, des conséquences désagréables s'ensuivent. Lorsque nous continuons à agir sans prêter attention à ce que notre âme nous dit, nous commençons à ressentir les effets émotionnels et physiques de cette distance. Ce malaise n'est pas passager. S'il n'est pas traité, il peut évoluer vers une détérioration psychologique progressive. Un signe pourrait être que vous êtes émotionnellement engourdi et que votre vie se déroule dans une atmosphère morne. Le bonheur semble lointain,
La tristesse est étouffée et même la colère perd de son intensité. Dans cette situation, nous nous contentons d'exister, regardant notre propre vie comme si c'était un film sans y prendre réellement part. Nous ne vivons pas vraiment. C'est une conséquence d'une suppression émotionnelle à long terme, mais ce n'est pas toujours une dépression grave. Le tourbillon d'idées incessantes est un autre signe typique de ce détachement. Après avoir tenté en vain de trouver une solution au malaise qu'il ressent, l'esprit se retrouve coincé dans une boucle de confusion. On commence à se demander « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Qu'est-ce qui provoque mes émotions ?» Le véritable problème n'est pas rationnel, mais nous cherchons des solutions logiques. Il n'est pas possible de résoudre notre chagrin par plus de raison ou de productivité. Il a des origines spirituelles et émotionnelles. Nous nous efforçons de nous persuader que développer une plus grande gratitude, augmenter notre niveau d'activité ou même modifier nos habitudes alimentaires et sportives sont les réponses. Cependant, nous ne pouvons pas sauver notre âme par la raison ou l'effort mental. La véritable guérison résulte du rétablissement d'une connexion avec notre moi intérieur et de l'expression authentique de nous-mêmes. Il faut de l'acceptation et du courage pour examiner les aspects de nous-mêmes qui ont été négligés. C'est pourquoi ce retour ne peut être forcé. Si nous essayons de corriger un instrument désaccordé sans le toucher, nous ne résolvons que le problème théorique et non le problème pratique. En matière de relations, la situation est similaire. Le fait d'être déconnecté de notre véritable moi nous amène à attirer ou à entretenir des relations qui reflètent ce désordre intérieur. Les personnes qui sont émotionnellement distantes de nous, les partenaires qui s'intéressent à notre façade ou les amitiés qui, au fond, ne dépassent jamais la surface, sont autant de choix possibles. Même si nous parlons, nous n'avons pas l'impression que nos paroles sont entendues. Bien qu'ils ne nous accueillent pas vraiment, ils nous touchent. Nous sommes en quelque sorte reconnus, mais nous pouvons voir. Jung a souligné que le plus difficile est d'accepter pleinement qui nous sommes. Jusqu'à ce moment-là, nous continuerons à interagir avec ceux qui sont incapables de reconnaître qui nous sommes vraiment. Et par conséquent, une recherche constante de distraction commence. Nous passons des heures à parcourir les réseaux sociaux, à regarder en boucle des séries qui ne nous intéressent plus. Voir des conversations superficielles, à manger sans avoir faim, à faire des achats impulsifs et à dormir pour nous évader. Le silence, qui pourrait être un moment d'introspection, devient quelque chose de menaçant car il reflète les imperfections que nous ne voulons pas reconnaître. La situation actuelle qui met l'accent sur les relations éphémères, le travail constant et la nécessité de rester optimiste ne fait qu'exacerber ce vide. Et ce qui est encore plus troublant, c'est que nous commençons à nuire à nos relations les plus proches à cause de ce détachement. C'est notre conviction que nous ne méritons pas quelque chose de substantiel et d'authentique qui en est la cause, et non le fait que nous ne le voulons pas. Il semble trop risqué d'être honnête sur qui nous sommes. C'est ce qu'on appelle l'annulation de soi. Avant que le monde ne nous rejette, nous cessons d'exister dans notre propre vie. Avez-vous déjà réfléchi aux conséquences de cesser de fuir le vide que vous ressentez? Que se passerait-il si vous choisissiez plutôt de l'affronter? Selon Jung, la solitude est un outil, pas un ennemi. Elle nous révèle où nous nous sommes éloignés de notre véritable moi. Elle met en évidence les domaines dans lesquels nous cachons certains aspects de notre âme et renions notre véritable identité dans le but de gagner l'approbation des autres ou de préserver notre sécurité. Une chose remarquable peut se produire lorsque nous renonçons finalement à rechercher l'approbation et les distractions et que nous acceptons l'inconfort du moment présent. Nous commençons à entendre une voix que nous n'avons pas entendue depuis longtemps. La voix intérieure de notre âme. Elle ne s'impose pas aux autres et ne réclame pas d'attention. Elle attend patiemment que nous soyons assez courageux pour nous interroger. Pour être aimé ou simplement pour vivre,
Que me cacher à moi-même? C'est la pierre angulaire du processus d'individuation qui mène à la plénitude. La plénitude, ce n'est pas la perfection, ce n'est pas impressionner les autres, c'est simplement être comblé. Le véritable chemin ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre, mais à retrouver notre véritable identité avant que le monde ne nous apprenne à dissimuler qui nous sommes vraiment. Cesser de chercher à impressionner les autres et commencer à intégrer tous les aspects de nous-mêmes qui ont été marginalisés, ceux qui ont été écartés de notre conscience pour une raison ou une autre, voilà le processus d'individuation. La clé ici est que l'ombre est plus qu'un simple dépôt de nos défauts. Les facettes les plus puissantes de notre identité, notre créativité, notre passion et nos talents, qui étaient autrefois considérés comme nuisibles ou inappropriés, s'y trouvent également. Elles sont là, attendant d'être redécouvertes. Imaginez Pedro. Enfant, il était souvent qualifié de trop sensible, ce qui l'a poussé à réprimer sa sensibilité et son intuition innée pour paraître plus fort et mieux répondre aux attentes des autres garçons. Malgré son grand talent pour la logique, Pedro sentait qu'il lui manquait quelque chose. Il a commencé un traitement parce qu'il cherchait un but dans la vie. Pedro a pu retrouver une capacité refoulée, celle d'empathie envers les autres, en affrontant son ombre. En plus de réduire sa solitude, cela l'a aidé à découvrir une nouvelle vocation dans la vie. Il est devenu thérapeute et aide les gens à découvrir leur propre potentiel inexploité. S'individualiser signifie accepter tous les aspects de notre personnalité, même ceux que nous préférerions cacher. Oui, je me mets en colère. Oui, je ressens de la solitude. Je me suis en effet replié sur moi-même. Cette découverte modifie la dynamique. Ce n'est pas le fait de trouver la tribu parfaite qui fait disparaître la solitude, mais plutôt le fait de découvrir quelque chose de plus profond, nous-mêmes. C'est en nous comprenant clairement, honnêtement et, surtout, avec amour, que nous trouvons le sens que nous recherchons, et non dans l'approbation des autres. Nous ne pouvons pas vraiment entrer en relation avec les autres si nous ne nous acceptons pas complètement nous-mêmes. À l'heure actuelle, nous ne cherchons pas à obtenir la permission. L'image que nous projetons ne nous préoccupe plus. Nous sommes simplement nous-mêmes. Et cette sincérité impossible à masquer est ce qui guérit la solitude, la transformant d'une expérience douloureuse en un voyage vers la conscience de soi et une connexion authentique. En fin de compte, ce qui compte, ce n'est pas notre capacité à nous conformer aux attentes des autres, mais plutôt notre capacité à découvrir et à accepter qui nous sommes. Le processus d'individuation n'est pas linéaire. Il s'agit plutôt d'une danse permanente entre la lumière et l'ombre, entre nos identités privées et publiques. Cesser de rechercher constamment l'approbation et écouter notre propre voix, la seule qui compte vraiment, est la première étape vers la véritable libération. Après cela, la solitude cesse d'apparaître comme une menace, car nous commençons à nous considérer avec plus de compassion et d'honnêteté. Nous pouvons renforcer notre relation avec nous-mêmes, qui devient alors une alliée. La relation que nous entretenons avec nous-mêmes est finalement la plus importante. Peu importe à quel point nous nous sentons seuls, ou à quel point les autres semblent éloignés. L'amour véritable commence par l'acceptation de soi. Les relations sincères avec les autres ne peuvent s'épanouir que lorsque nous acceptons et aimons pleinement qui nous sommes, sans le cacher. La seule chose qui peut combler le vide profond et troublant que nous ressentons est notre propre présence. En fin de compte, comment puis-je être plus fidèle à moi-même? Et plus important que comment puis-je me connecter aux autres? Comme d'habitude, la solution se trouve en nous. L'environnement qui nous entoure reflète la façon dont nous vivons désormais avec plus de courage et de sincérité lorsque nous nous permettons d'être pleins, sans masque ni faux semblants. Au final, c'est ainsi que nous découvrons la véritable sérénité et la connexion.
Si ce message vous a touché et que vous pensez qu'il est temps de commencer votre propre voyage de découverte de soi, partagez vos conclusions les plus importantes dans la section commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo pour découvrir d'autres réflexions aussi pertinentes que celle-ci. Nous sommes là les uns pour les autres.